chaque matin lorsqu'il sonne 7h30 sur Savane TV. Vous avez rendez-vous avec nous, vous avez rendez-vous avec l'équipe de Bonjour le Faso pour un rendez-vous de découverte de l'information et du divertissement. Alors bonjour et bienvenue fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Vous nous suivez via le bouquet Canal+, c'est le numéro 255, également sur la télévision numérique terrestre TNT. Vous nous suivez également en direct de la page Facebook de Savane TV. Alors merci de nous renouveler votre fidélité. Cette semaine, nous sommes installés au palais de Nabasaga Premier. Il s'agit notamment du chef d'Issouka. Donc nous sommes installés au palais du chef d'Issouka. C'est à Koudgou pour la rubrique à la découverte 2. Aujourd'hui, vous allez écouter le témoignage de Nabasaga Premier qui occupe justement ce palais. Pour les informations d'aujourd'hui, nous serons avec Adèle Saint-Poré qui va partager des informations avec nous. Notre invitée du jour est la vice-présidente du MPS, justement, le parti de Yacouba Isaac Zida, comme le disent certains, puisqu'il est le président d'honneur de ce parti. Nous serons avec Dr Rose Drabo. Elle est vice-présidente du MPS, le mouvement patriotique pour le salut. Avec notre invité, nous allons parler de ce processus de fusion avec l'UNIR-PS, justement MPS, UNIR-PS. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux partis sont en train de fusionner. Nous reviendrons sur ces informations avec notre invité, Dr Rose Drabo, qui est notre invité du jour. Nous sommes mardi et vous avez rendez-vous avec Youssef pour parler donc d'un œil sur la société. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'incivisme routier. Vous allez savoir de quoi il s'agit tout à l'heure. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission avec Serge Youssef Ouitrago. Alors, installez-vous confortablement. C'est parti tout de suite et maintenant pour À la découverte 2. Cette semaine, notre voyage nous conduit dans la région du centre-ouest, précisément à Koudgou, pour vous faire découvrir un site touristique. Il s'agit notamment du palais d'Issouka de Koudgou, qui est très beau d'ailleurs, et du musée qui s'y trouve. Il y a un musée justement nommé le musée Raimio à l'intérieur de ce palais d'Issouka. Alors rappelons que Koudgou est une ville du Burkina située à environ 110 km de Ouagadougou. Aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter le témoignage de Nabasaga Premier. Il est le chef d'Issouka, donc c'est l'occupant du palais d'Issouka que nous découvrons cette semaine. Il est justement interrogé par Ruben Wilson Kodjo. Nous vous invitons à écouter son témoignage. Si on veut venir visiter le musée, nous avons un bureau, on a créé une fondation qui gère un peu ce musée. Et si vous arrivez, il y a des tarifs. Quand vous viendrez là-bas, on vous dira un peu le tarif. Et avec ça, on arrive quand même à payer l'électricité. On arrive à payer l'eau. Puisque, bon, jusqu'à présent, c'est de ma propre poche. Alors, petit à petit, je crois que cela m'a prouvé que les gens aiment la culture. Le prix qui leur est donné, bon, ils viennent, ils payent. Et nous aussi, on s'en sert pour nettoyer, pour payer tout ce qui doit être payé pour ça. Et puis notre rêve, on est en train de discuter avec le ministère de la Culture pour pouvoir créer une convention entre notre fondation qui gère le musée et le ministère pour qu'ils puissent mettre à notre disposition des guides payés par l'État et qui aident afin que nous ne puissions, parce que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à avoir des ressources nécessaires pour payer des agents. Et alors qu'il faut les payer, parce que c'est un travail quand même qui est très demandant, comme on dit en anglais, bon, qui est très exigeant. Voilà. Puis j'ai été intronisé en 2005, chef, et lui, il est arrivé en 2006. J'ai dit, bon, nous allons nous partager le travail. Tout ce qui est rationnel, tout ce qui est dossier, tout ce qui est vraiment de l'ordre des statistiques, tu vas t'en charger. Maintenant, tout ce qui est traditionnel, laisse-moi, je nomme, puisque j'ai nommé 4 chefs, dont une femme chef. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est question de bonnet à Issouka. Mais lui, Patrick, s'occupe de tout ce qui est gestion. Si vous arrivez, le dôme, par exemple, a été construit de ses mains. C'est de ses mains qu'il a construit le dôme. Et c'est lui qui gère tout ça. Quand vous arrivez,
les ampoules sont là, ça ne marche pas, c'est lui qui change. Il faut dire que j'ai vraiment une chance. Et j'ai dit merci à mes ancêtres de m'avoir dirigé ce monsieur qui est là, qui ne me demande rien, puisque je n'ai pas l'argent pour le payer. À la limite, c'est même lui, par moment, qui aide un peu à boucher certains trous qui viennent d'apparaître. Je suis heureux d'avoir fait ce musée et mes grandes attentes sont que, de par le pays, des personnes mieux nanties peut-être que moi, mieux placées que moi, et que le pays lui-même donne de l'importance au musée, à la question muséale. C'est très important. C'est très important. C'est vrai qu'anthropologiquement, nous autres, moi aussi, on n'aime pas la conservation. Après le décès d'un de nos membres de famille, si c'est un homme, au bout de 3 ans ou 3 mois, on dit allez, on disperse les affaires, on les partage. Sinon, il ne va pas partir. Si c'est une femme, on dit allez, on partage et puis on ramène son coupéro, c'est-à-dire son panier qu'il a porté venir. Ça, c'est anthropologiquement dans nos têtes. Mais nous devons dépasser cela pour dire non, les effets de nos aïeux doivent être montrés à nos arrière-petits-enfants. Et moi, je voudrais que cela soit. Ce sont mes grandes attentes. Si le Burkina vraiment pousse là-dessus, moi, je pense que, et j'appelle les autorités à donner une importance. Il y a un musée national, mais par moment, je suis un peu sur ma soif quand je vois les affluences. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le Burkina a fait le musée, mais il faut pousser les agents qui sont... Il faut que les agents qui sont là aussi n'attendent pas du gouvernement seulement. Mais vous avez votre salaire, essayez de bouger. Moi, je ne paye pas Patrick, il bouge, ça marche. Comment ils doivent bouger? En accueillant d'abord bien. Quelqu'un qui vient dans un musée qui n'est pas accueilli, tu arrives, les gens ont les bras croisés, alors on ne sait pas, tu poses une question ici, on ne peut même pas répondre. La personne, tu demandes les toilettes, elles sont sales, ça ne peut pas attirer les gens. Chez nous, nous avons mis tout ça au point. Quand les ambassadeurs arrivent pour visiter notre musée, depuis Ouagadougou, la première des choses, nous indiquons les toilettes qui sont propres. Ça, c'est très important. Toilettes pour les hommes, toilettes pour les femmes. Puisque vous, les femmes, vous avez besoin d'un lieu spécial. Et vous voyez, ce sont tous ces éléments que je demande à tous ceux qui veulent mettre des musées en place au Burkina Faso de tenir compte. Et ça, je serai heureux. Je vais mourir en paix en disant que voilà ce que j'ai essayé d'apporter au Burkina Faso. Moi, je ne peux pas concevoir qu'ailleurs, même les anciens présidents ont des musées, ont créé des musées. Si Jacques Chirac a fait les musées, Mitterrand en a fait, John Kennedy a le musée, John Kennedy. Mais il faut que nos dirigeants aussi se réveillent pour dire tous les cadeaux que je reçois en tant que président, moi je ne dois pas les laisser comme ça. Je veux créer un petit musée, un musée ceci, un musée cela. Et tout ce qui se passe, que nous puissions vraiment garder. Et si nous les gardons, vous voyez que nos petits-enfants, nous le revaudrons beaucoup, beaucoup. Et ils vont se tabler dessus pour le développement. Sinon, ils ne voient rien de nos ancêtres. Ils ne regardent que nos gens sur Facebook. Ça ne construit pas un pays. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de Nabasaga Ier, chef d'Issouka, et c'est le palais d'Issouka que nous découvrons cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Il parlait notamment du musée qui se trouve dans le palais, notamment le musée Raïmé, qui est vraiment une collection de la culture burkinabé, mais également il y a des collections donc d'ailleurs. Alors, je vous invite à faire un tour du côté de Koudrou pour d'abord visiter donc ce palais mince, et il fait très frais au niveau donc de ce palais. Et puis bien sûr, visiter le musée Raïmé du chef d'Issouka. Maintenant, pour la suite, nous allons marquer une petite pause musicale, le temps de recevoir Adèle pour les informations. Et c'est avec Will Be Black, Ken Taori. Nous poursuivons avec cette émission et cette fois-ci, nous allons passer à la revue de presse. Revue de presse présentée aujourd'hui par Adèle Semporé que nous retrouvons. Bonjour et bienvenue Adèle. Bonjour Abzita, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ravie de te retrouver aujourd'hui. Ravie également, ravie de retrouver les téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous allons débuter par quel journal ?
Eh bien, aujourd'hui, nous commençons avec Aujourd'hui au Faso. Ce journal nous affiche à sa une reprise procès Thomas Sankara. Les Papa Madi, Jack Lang et autres témoigneront par visioconférence. Coup d'État au Soudan, 2 ans après la chute d'El-Béchir, ses ex-nervis reprennent leurs choses. Achille Tapsoba, premier vice-président du CDP, nous doutons de l'authenticité de la lettre de Blaise Compaoré. 18e SENAC, Semaine nationale de la citoyenneté, la garde des Sceaux campe le décor sous le signe de la réconciliation. Mali, Amidou Boli, le représentant spécial de la CEDEAO, sommé de quitter le pays. Baba Mal, artiste musicien sénégalais, la tenue de ce 27e FESPACO montre la grandeur du Burkina Faso. Et puis Turquie, Erdogan renonce à expulser les 10 diplomates occidentaux. Nous sommes à présent avec le pays qui nous affiche à sa une ce mardi matin. Les procès, reprise donc du procès Thomas Sankara, la liste des témoins validés. Le témoignage par visioconférence autorisé, les accusés à la barre aujourd'hui. Semaine nationale de la citoyenneté, la contribution du citoyen au processus de réconciliation demandée. La chevauchée inachevée d'un fou, le parcours de Thomas Sankara vu par Sita Tarbagdo. Tour du Faso 2021, les cyclistes reçoivent les bénédictions du Mogo Naba. Dans la rubrique Révélation, affaire de contrebande de carburant, le procès programmé pour ce mardi. Amélioration des conditions de vie des étudiants, l'ANEB, l'Association nationale des étudiants du Burkina, Koudougou, donc l'ANEB section Koudougou, appelle à une lutte implacable. Député Alidou Sanfo, militant de l'UNIR-PS, aujourd'hui, le vent des regroupements a sonné au niveau politique. Achille Tapsoba à propos de la lettre de Blaise Compaoré portant sanction contre 3 militants du CDP. Le président d'honneur est dans son rôle. Nous aussi, nous sommes dans notre rôle de sanctionner. Découvrons à présent la une du journal Le Quotidien. À sa une, donc, on peut lire ceci. Jeunesse CDP, 6 mois de suspension pour 3 responsables. 24e nuit des champions AJSB, Association des journalistes sportifs du Burkina, une cérémonie pour magnifier les meilleurs sportifs. 50e anniversaire du rétablissement de la République populaire de Chine dans son siège légitime aux Nations Unies. Message du président Xi Jinping. Procès de l'assassinat de Thomas Sankara, plus de 100 témoins à auditionner. Nous sommes à présent avec l'Observateur Palga. Eh bien, à sa une ce matin, on peut lire ceci. Procès Thomas Sankara, Roland Dumas, Jack Lang et Jean-Christophe Mitterrand cités comme témoins. Et puis, relativement au procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons, l'accusé Yamba Élisée Ilboudo ouvre le bal des auditions ce matin. Crise au CDP, l'essentiel, c'est de persévérer dans l'existence politique, selon Achille Tapsoba, vice-président du parti. Coup d'État au Soudan, scénario malien sur les bords du Nil bleu, c'est à lire dans la rubrique Regard de l'Observateur Palga ce mardi matin. Et puis, Salon du livre africain, Koudougou, une bibliothèque à ciel ouvert. Humour sur le web, Wistiti.tv est lancé. 26e nuit des champions AJSB, un cru de 30 athlètes étincelants. Voyons à présent l'information traitée dans la lettre du Faso. La lettre du Faso, qui est un hebdomadaire burkinabé paraissant les mardis. Et bien, pour ce numéro, donc, la lettre du Faso nous affiche un grand titre. Sarah Sérémé Séré, les vraies raisons d'une démission.
Ousmane Danfodio Diallo à propos de la crise au CDP, l'affaiblissement du CDP, donc de l'opposition, affaiblira notre démocratie. Insécurité dans la Tapoa, les terroristes sont les nouveaux maîtres, propos de Marcel Woba. Et voilà ce qu'on retient comme information traitée dans les quotidiens ce mardi. Merci bien Adèle. Retour sur quelques sujets et pour commencer nous allons parler du procès Thomas Sankara. Alors on va dire procès Thomas Sankara et les 12 autres ses 12 camarades. Exactement. Donc, l'audience a repris hier lundi. Vous vous rappelez qu'il y a eu une suspension de 2 semaines et à la demande des avocats donc, de la défense qui demandaient un peu plus de temps pour en savoir davantage sur le dossier du procès. Un dossier présenté comme lourd, puisque lourd de 20 000 pages, avec aussi des enregistrements à découvrir, donc à prendre à connaissance. Et donc les avocats avaient demandé donc un temps pour mieux s'approprier le dossier et il leur avait donc été donné un temps de 2 semaines donc pour parcourir le dossier. Et donc hier, la reprise était effective à Ouaga 2000 pour le procès délocalisé donc dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Et hier, les choses sont allées mais vraiment dans le fond, puisque hier, le tribunal a procédé à la lecture nominative des témoins, a donné aussi les informations qui avaient prévalu à la suspension de l'audience il y a de cela quelques jours. Et hier également, le tribunal a aussi constaté l'absence de Blaise Compaoré, de Yacine Kafando, Blaise Compaoré qui est présenté comme le principal accusé dans cette affaire. Ces deux-là avaient à l'audience passé 10 jours pour se présenter. Hier encore, ils étaient absents et le tribunal a constaté cela. Donc, après l'appel nominatif des témoins, le tribunal a également constaté qu'il y a des témoins qui étaient aussi absents pour des raisons soit de santé, des raisons de décès, ou des témoins qui étaient tout simplement hors du pays. Et pour ce cas, des témoins qui sont hors du pays, les avocats ont demandé notamment les avocats de la partie civile ont demandé que ces témoins qui sont hors du pays soient auditionnés par visioconférence. Ça a suscité le débat donc dans la salle d'audience parce que selon les avocats de la défense, il n'est pas vraiment approprié d'entendre les témoins par visioconférence, d'abord parce qu'il y a un problème logistique qui se pose et en plus, il y a le fait que le parquet avait déjà refusé le fait d'enregistrer le procès donc, de Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Donc, après avoir refusé cela, les avocats de la défense ont estimé que le tribunal a refusé le fait d'auditionner les témoins qui sont hors du pays par visioconférence. Mais pour les avocats de la partie civile, c'est inadmissible pour tout un État de ne pas avoir le matériel nécessaire pour auditionner les témoins hors du pays parce que le parquet également est allé dans le même sens que les avocats de la défense, le fait que le problème logistique se pose. Mais finalement, après les débats, le tribunal a accordé donc que les témoins qui sont hors du pays soient donc auditionnés par visioconférence. Il s'agit de plusieurs témoins. La veuve Mariam Sankara a présenté 3 listes de témoins hier. Ses enfants seront également auditionnés par visioconférence, les enfants de 2 fils. Et au nombre également des avocats, ou plutôt des témoins qui seront donc auditionnés à distance, il y a Jack Lang, vous avez vu les noms cités par l'observateur Palga à sa une, donc on peut citer Jack Lang, ancien donc ministre français de la culture. Il y a aussi Jean-Christophe Mitterrand, qui est le fils de l'ex-président français François Mitterrand. Il y a également Roland Dumas, qui est lui avocat et homme politique français, qui est présenté comme très proche de l'ex-président français Mitterrand et qui était aussi, qui fréquentait l'ex-président Thomas Sankara. Donc, tous ces témoins-là seront entendus, auditionnés par visioconférence. Et donc, pour les avocats de la partie civile, c'est une victoire d'étape
parce que arriver à convaincre le parquet d'accepter que ces témoins-là soient auditionnés à distance, c'est déjà une victoire d'étape. Et donc aujourd'hui, à la reprise ce matin, on va assister donc au témoignage du premier, ou plutôt à l'audition du premier accusé. Il s'agit donc de Yama Élisée Ilboudo, c'est lui qui est présenté comme le premier accusé. Il est actuellement militaire à la retraite, mais au moment des faits, il était militaire de première classe au Centre national d'entraînement commando de Pau. Et aujourd'hui, donc, c'est lui qui sera le premier à la barre, puisque c'est lui qui est présenté comme le premier accusé. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, le tribunal devrait aussi se prononcer sur une demande des avocats de la défense. Les avocats de la défense hier qui ont demandé une liberté provisoire pour leurs clients, à l'exception de Gilbert Djendjere. Pratiquement tous les avocats hier de la défense ont demandé à ce que leurs clients soient bénéficient d'une liberté provisoire, parce que le procès n'oblige pas, on va dire, les accusés à être incarcérés. Et donc, ils ont demandé à ce qu'ils bénéficient d'une liberté. Ils ont avancé des raisons, soit des raisons de santé, des raisons, le poids de l'âge qui pèse sur certains accusés. Il y a aussi d'autres qui sont présentés comme des gens qui se battent pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais pour les avocats de la partie civile, ce ne sont vraiment pas des raisons objectives qui puissent amener le parquet à accorder une liberté provisoire. Les avocats ont expliqué hier que eux encore, ils ont la chance d'être présents à ce procès, mais ceux qui sont morts n'ont pas encore cette chance-là, ce privilège-là de demander une liberté provisoire. Et donc, s'ils sont frappés par le poids de l'âge, ce n'est vraiment pas la faute de quelqu'un. Selon les avocats de la partie civile, le procès va durer en gros 2, 3, quelques mois. Et donc, pour ce laps de temps-là, ce serait quand même possible que ces accusés, malgré le poids de l'âge, malgré les raisons de santé avancées par les avocats de la défense, que ces accusés-là puissent tenir jusqu'à la fin du procès. Et donc, l'audience a été suspendue sur cette demande des avocats de la défense. Et ce matin, on connaîtra le sort de ces accusés qui demandent donc la liberté provisoire. Je rappelle que ceux qui ont demandé pour ceux pour qui on a demandé la liberté provisoire, ce sont Amado Kafando, Jean-Pierre Palme, Ninda Tondedi Pascal alias Manganaba, Yamba Élisée Ilboudo, celui-là même qui doit être au prétoire ce matin, voilà. Il y a aussi Nabonswende Wedraogo, Idrissa Sawadogo, Bosobet Traoré, Diakalia Deme, Thibaut Wedraogo et Aliou Jean-Christophe Diebré. Donc c'est pardon. Ce sont ces accusés pour qui on a demandé donc la liberté provisoire. Je rappelle que les faits qui pèsent sur eux, c'est complicité d'attentat à la sûreté de l'État et d'assassinat, complicité d'assassinat, faux en écriture publique et subordination de témoins. Ce sont des faits qui leur sont reprochés. Donc rendez-vous ce matin pour connaître la suite de l'audience du procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Alors, nous continuons et nous parlons toujours du procès. Là, c'est le procès contrebande de carburant qui débute ce matin aussi. Oui, à côté de l'audience de procès de Thomas Sankara et ses 12 compagnons, ce matin, en principe, on devrait assister à un autre procès, le procès de la contrebande sur le carburant. Selon les informations, l'audience devrait s'ouvrir ce matin à 8h au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Savan Média y est déjà pour avoir les informations nécessaires pour les auditeurs et les téléspectateurs. Il faut rappeler que cette affaire de trafic de carburant avait abouti à l'interpellation de plusieurs personnes. Le procureur du Faso avait lui-même pris l'affaire himself et il avait promis en tout cas une suite à l'affaire de contrebande de carburant qui contribuerait à nourrir le terrorisme au Burkina Faso. On peut dire que c'est chose faite. C'est déjà bon de savoir qu'il y a un procès qui s'ouvre ce matin.
le citoyen lambda n'attend que ce procès-là, en tout cas, aboutisse à une vérité, qu'on sache qui a vraiment fait quoi, parce que les personnes qui ont été interpellées, il y avait un certain doute qui planait sur certaines personnes, parce que beaucoup étaient présentés comme innocentes, beaucoup ont même fui et avaient dit qu'ils n'avaient rien à se reprocher dans cette affaire. Il y a des commerçants qui ont été interpellés, des fonctionnaires des douanes qui ont été interpellés également. Et on espère vraiment que l'audience qui s'ouvre ce matin va aller jusqu'au bout et que vraiment on va avoir une certaine mainmise sur toutes ces personnes qui s'adonnent à cette contrebande qui profite au terrorisme au Burkina Faso. Donc rendez-vous ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou et puis bien sûr sur les ondes de Savane Média pour la suite. D'accord. Et pour terminer, nous allons parler de ce Burkinabé, personne non grata au niveau donc du Mali. Le Burkinabé Amidou Boli, qui est le représentant spécial de la CEDEAO au Mali, a été déclaré persona non grata par les autorités maliennes. C'est un communiqué qui est publié par les autorités de la transition, un communiqué qui a été lu également à la télévision nationale du Mali. Il s'agit donc de ce Burkinabé Amidou Boli qui a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères du Mali et on lui a notifié une décision du gouvernement malien, la décision le déclarant donc comme persona non grata. Il faut dire que selon les autorités maliennes, cette notification intervient après plusieurs interpellations. Il semble que l'intéressé n'est pas à son premier fait puisqu'il est accusé de faits qui ne seraient pas compatibles avec sa fonction de représentant spécial de la CEDEAO au Mali et donc il aurait des comportements, des agissements incompatibles avec sa fonction et pour les autorités maliennes c'est inadmissible. Qu'est-ce qu'on met dans comportement inadmissible? On ne sait rien pour le moment, mais c'est sûr que d'ici là les informations seront plus précises pour qu'on sache réellement ce que a fait notre compatriote burkinabé. En tout cas, il a 72 heures à compter d'hier pour quitter le Mali. On lui a donné 3 jours pour vraiment quitter le Mali. Et donc, depuis hier, si ce n'est déjà fait, en tout cas, il se prépare à libérer le territoire malien. Alors, selon les autorités de la transition, l'intéressé a reçu plusieurs notifications venant de sa hiérarchie, donc de la CEDEAO, mais malgré les interpellations, ça a continué et il était nécessaire donc de le déclarer persona non grata. Okay. On compatit, c'est un compatriote, on va dire qu'on se sent quand même mal de savoir qu'un Burkinabé est déclaré persona non grata au Mali. Comme je l'ai dit, les faits ne sont pas pour le moment pas très clair et donc les prochains jours on saura davantage ce que a bien pu faire Amidou Boli, mais selon les informations qui circulent, ce dernier irait donc à l'encontre des décisions des autorités de la transition malienne. Donc attendons dans quelques jours pour la suite. Merci bien Adèle. Nous poursuivons avec cette émission et comme annoncé, notre invité est bien installé sur ce plateau. Nous la retrouvons après cette virgule. Dans la rubrique invité du jour, nous recevons aujourd'hui Dr Rose Drabo. Elle est la vice-présidente du MPS, le Mouvement patriotique pour le salut. Bonjour à vous, docteur, et bienvenue. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci. Alors, nous allons parler d'une question d'actualité avant donc de parler de cette fusion MPS-UNIR-PS, puisque c'est l'objet de notre échange. Il y a le procès Thomas Sankara qui a repris hier, 25 octobre. Dites-nous, quelles sont vos attentes de ce procès? Alors, merci bien, Madame Ninkiema. Merci de nous avoir invités sur votre plateau. Alors, nous savions tous, vous savez très bien, et que ce procès, c'est un procès historique, c'est un procès exceptionnel. Ce que nous attendions, c'est que ce procès soit un procès de vérité. Un procès de vérité pour que, enfin, les familles, nous puissions faire le deuil de nos enfants
de nos membres disparus. Est-ce que c'est un procès dont le verdict pourrait justement favoriser la réconciliation nationale? Naturellement, puisque nous sommes dans un processus de réconciliation nationale, si la vérité jaillit, les cœurs seront apaisés et nous pourrions aller tranquillement, sereinement dans le processus de la réconciliation nationale. Alors, est-ce qu'on peut dire justement que le MPS se porte bien aujourd'hui au regard surtout des résultats que vous avez obtenus aux élections législatives et présidentielles de 2020? Merci bien. Et aujourd'hui, le MPS est en plein pied dans la préparation du congrès de fusion. Et ce congrès de fusion entre les partis progressistes d'obédience sankariste. Et cette fusion, au départ, a concerné l'UNIR PS et l'Union de Renaissance Parti Sankariste et le MPS, qui a été concrétisé par la signature du protocole d'accord entre les deux partis le 4 août 2021 dernier. Donc c'est un peu l'actualité au MPS aujourd'hui. Est-ce que cette fusion avec l'UNIR PS et d'autres partis justement politiques, est-ce que c'est une façon pour vous de vous rattraper après votre échec, notamment lors des élections de 2020? Oh, échec, l'intérêt et l'objectif de cette fusion, c'est de fédérer toutes les forces progressistes pour proposer la vision sankariste à tout le peuple burkinabé. Ce n'est pas une manière pour vous de vous rattraper parce que vous n'avez pas eu grand-chose au niveau des élections de 2020. Nous pensions toujours que si une seule personne, quand on est seul, c'est bon, mais quand on est plusieurs, c'est encore meilleur. Et si nous avions la même vision, on aura de bons résultats. Et quand on est plusieurs, peut-être qu'on gagne plus. Justement, avec cette fusion, qu'est-ce que chaque parti gagne? Comme je l'ai dit auparavant, cette fusion permet de fédérer toutes les forces progressistes et permettra de proposer la vision sankariste au peuple. La vision sankariste. Vous avez signé justement ce protocole. Qu'est-ce qui est dit à l'intérieur? Alors, l'idée principale, comme dit auparavant, l'idée principale, c'est la fédération de toutes les forces progressistes. Tout tourne tout autour de la fédération des forces progressistes d'obédience sankariste. Et maintenant, qu'est-ce que le MPS gagne comme avantage en partant se mettre avec l'UNIR PS? Comme dit auparavant, c'est fédérer les forces, c'est rassembler les forces pour mieux lutter. Mais bien sûr, plus on est nombreux, plus nous avons la même vision et plus les objectifs peuvent être atteints. On voit en tout cas avec cette fusion qu'il y a eu une attente au sommet donc, de vos deux partis, c'est-à-dire les responsables du parti. Mais est-ce qu'il y a eu ou est-ce qu'il y a cette même entente-là au niveau des militants à la base? Et naturellement. Raison pour laquelle la signature du protocole d'accord entre les deux partis a été concrétisée le 4 août 2021. Mais on sait quand même que lors d'une sortie de l'UNIR PS à Koutgou, il y a des militants qui ont dit qu'ils craignent en fait une fusion de façade. Oui, vous savez très bien, Madame Ninkiema, que c'est comme le mariage. Quand on y va, il y a toujours quelques appréhensions. Mais il faut être là-dedans et c'est dynamique, et on avance, voilà. Chez vous, vous confirmez que ce n'est pas une fusion de façade? Oui, ce n'est pas une fusion de façade. Et pourquoi vous dites ça? Oui, mais si ça a été concrétisé le 4 août, c'est que depuis la base jusqu'au sommet, jusqu'au niveau de nos dirigeants, il y a eu un accord pour permettre cette concrétisation. Le congrès de fusion est prévu les 30 et 31 octobre prochains. Dites-nous quels sont justement ou quel est le niveau des préparatifs de ce congrès de fusion. Alors, le congrès est programmé le 30-31 octobre et le 1er novembre 2021.
Les préparatifs vont bon train, se portent bien. Et je peux vous dire que tout est fin prêt. Tout est fin prêt pour le congrès qui est en fin de semaine. Mais pourquoi justement les dates des 30 et 31 octobre? Est-ce que c'est même... Parce que ça coïncide avec l'anniversaire de l'insurrection populaire. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, c'est historique. Et nous pensions qu'il était très intéressant de coller notre congrès à ces dates historiques que vous connaissez très bien. Docteur Rose Drabo, quel sera le nom de ce nouveau parti ou le logo? Alors, tous les travaux, tout sera concrétisé lors du congrès des 31 octobre et 1er novembre 2021. Mais quand même, on se dit que pour le moment, les responsables des partis ont certainement, avant même le congrès, ont certainement parlé quand même de quelques noms qui peuvent venir. Est-ce qu'il y aura un changement carrément de nom ou bien on va assister un peu à une contraction, unir MPS ou MPS unir, ou bien vous allez changer carrément? Comme on est entre nous, vous pouvez nous dire. Oui, mais comme vous aviez dit, il faut qu'on prenne en compte la base de tout le monde. Donc c'est au congrès que tout sera concrétisé. Au congrès. Et comment vous allez faire la répartition des postes? Comme dit auparavant, tout sera concrétisé au congrès des 30 et 31 octobre et le 1er novembre 2021. Alors, docteur Drabo, c'est sûr que les téléspectateurs ont remarqué avec nous sur ce plateau que vous êtes tellement réticente concernant les questions. On souhaiterait savoir, puisque c'est quand même une fusion, on parle d'une fusion, ça veut dire qu'il y aura un bureau composé des deux partis, pour ne pas dire, parce qu'il y a d'autres partis politiques qui vous ont déjà rejoint, donc il y aura un bureau composé quand même de plusieurs responsables de partis politiques. Est-ce qu'on va assister à peut-être un président unir, un vice-président MPS, je ne sais pas, deuxième vice-président, autre parti politique? Est-ce que vous avez pensé un peu à la vision, à la composition du bureau politique qui va sortir de ce congrès? Oui, naturellement. Ce qui est sûr, le bureau politique respectera les normes habituelles des autres BPN. Oui. Mais quand même la différence, c'est que c'est une fusion de plusieurs partis politiques. Ça respectera certainement en termes de postes les autres BPN, par exemple. Mais est-ce que chez vous, vous allez faire de telle sorte qu'on ait tout le monde à l'intérieur de ce bureau? Bien sûr, si c'est une fusion, toutes les composantes seront prises en compte. Ne vous inquiétez pas, toutes les composantes seront prises en compte. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les autres partis qui fusionnent aussi avec l'UNIR-PS? Alors, nous avons de très bonnes relations et nous sommes très ouverts et nous attendons une fédération de toutes ces forces progressistes, d'où l'appel commun à cette fédération de toutes ces forces. Et l'UNIR-PS et le MPS aujourd'hui sont deux partis de la majorité présidentielle. Alors, et quelles sont vos relations avec les autres partis de la mouvance présidentielle? Ce sont des bonnes relations, voilà, des relations de travail, voilà. Des relations de travail, des bonnes relations? Bien sûr. Est-ce qu'au sein, par exemple, des partis aussi qui fusionnent avec l'UNIR-PS et le MPS, est-ce que quelque part, il n'y aura pas un problème de positionnement ou de poste? Parce qu'après, il y a ceux qui vont se dire grand parti, il y a ceux aussi qui vont se dire petit parti. Madame Ninkiema, nous partons avec un esprit positif. Nous ne partons pas avec un esprit négatif. Tout le monde trouvera, tous les partis fusionnés trouveront leur compte. Et comme je dis, plus nous partons avec un esprit positif, puis tout va bien se passer. Maintenant, on va parler de Yacouba Isaac Zida. Qu'en est-il de son actualité et quand est-ce qu'il revient au Burkina Faso? Alors, bien, merci. Le retour de son Excellence Yacouba Isaac Zida est pour bientôt. Surtout pour participer de manière effective à ce processus de réconciliation nationale qui est en cours. Bon,
maintenant que c'est pour bientôt, ça veut dire que vous n'avez toujours pas de date. On se rappelle que son retour a été annoncé. Ensuite, il n'est pas venu finalement. Maintenant que vous êtes avec la majorité présidentielle, nous supposons que ça va faciliter le retour de Yacouba Isaac Zida. Pourquoi pas? Et encore, je viens de dire... Est-ce qu'on vous a promis des choses, justement? Justement, je viens de vous dire qu'avec ce processus de réconciliation nationale, sa venue très très prochaine, il faut bien qu'ils prennent part d'une manière effective, puisque tous les fils et les filles de ce pays doivent quand même participer à ce processus de réconciliation nationale. Parlons maintenant des élections municipales de 2022, de mai 2022. Comment votre parti aborde ces élections? Je pense que cette question sera à l'agenda des premiers responsables et qui seront issus du nouveau parti en question. Mais c'est sûr que vous allez faire partie des premiers responsables. Hein. Vous êtes vice-présidente quand même du MPS. Donc, le président, le professeur Loada. Donc, vous-même, vice-présidente, c'est sûr que quand même, au sein du nouveau parti, vous aurez votre place. Donc, vous pouvez quand même nous dire comment vous comptez aborder ces municipales. C'est toujours mieux quand vous parlez d'un groupe, d'une unité, les décisions, les directives doivent être prises ensemble. Et donc, permettez-moi de dire encore que cette question sera de l'agenda des premiers responsables issus de ce nouveau parti. Mais c'est quand même des mairies aussi que vous allez souhaiter conquérir, n'est-ce pas? Naturellement, quand on part à des élections, il faut s'attendre à s'imposer aussi en arrivant quand même à avoir des postes, à avoir des mairies. Ça va vous arranger. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, Madame Linkiema. À la sortie de ce congrès, le nouveau bureau, vous pourrez nous inviter en ce moment. Je pense qu'en ce moment, on pourra largement parler de ces questions. Alors, je pense vraiment qu'on aurait dû inviter Dr Drabo à la fin donc, de ce congrès parce que justement, elle ramène tout à ce congrès donc, de fusion qui se tient les 30, 31 octobre et le 1er novembre, vous avez dit. C'est cela. Alors, quel est peut-être votre invite maintenant à l'endroit de vos militants concernant ce congrès de fusion et comment ça va se passer? Ok, merci bien Madame Ninkiema. L'appel est relancé à toutes les forces progressistes, d'où qu'elles viennent, que nous puissions nous rassembler, car ensemble, on gagne toujours. Donc, rendez-vous donné les 30 et 31 octobre 2021 et le 1er novembre 2021 pour le congrès de fusion en cours. Merci bien. Merci bien, Madame Ninkiema. Merci à vous d'être passé. Notre entretien est terminé. Merci encore. Bonne journée à vous. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions Dr Rose Drabo. Elle est vice-présidente du MPS, le mouvement patriotique pour le salut. Rappelons que le MPS qui fusionne aujourd'hui avec l'UNIRPS et justement le congrès de fusion de ces partis est prévu pour les 30, 31 et 1er novembre prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien de ce jour. C'est le moment pour nous de recevoir des annonceurs sur ce plateau et nous sommes avec Mira Élevage. On se retrouve juste après le jingle. Oui, vous pouvez vous faire de bonnes affaires en venant à Savane Média pour passer l'information à cette émission Bonjour le Faso pour parler de vos produits, parler de vos événements, parler de vos entreprises, comme le cas de M. Sawadgo aujourd'hui qui représente Mira Élevage. Nous sommes avec Frédéric Donald Sawadgo, il est communicateur à Mira Élevage. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous parlons des formations de Mira Élevage et de son centre CIFEA. Mais avant de commencer, présentez-nous Mira Élevage et le centre CIFEA. Pour la présentation de Mira Élevage, c'est une structure qui fait des formations dans le domaine de l'élevage. Pratiquement
l'élevage de la volaille, mais les techniques modernes d'élevage. Parce qu'aujourd'hui, l'élevage ne se fait pas comme avant, mais il y a de nouvelles techniques. Ce sont ces nouvelles techniques-là qu'on enseigne à Mira Élevage, et en plus de cela, des formations sur la fabrication de la couveuse, mais la couveuse artisanale, une couveuse qui est adaptée à notre climat, une couveuse qui est encore plus facilement utilisable afin de vraiment avoir de meilleurs rendements dans votre élevage. Maintenant, pour CIFEA, c'est un centre de formation. CIFEA, c'est Centre international de formation en entrepreneuriat agricole. Dans ce centre, vous trouverez des formations de Mira Élevage, l'élevage de la volaille et la fabrication de la couveuse. Et vous trouverez encore d'autres formations, telles que des formations comme des agents techniques d'élevage. Il y a des formations aussi en agroalimentaire. Mais pour cette année à CIFEA, ce que nous avons ouvert et ce que nous allons lancer, c'est la formation des agents techniques d'élevage. Maintenant, on va parler justement de cette formation dont vous parlez, parce qu'il y a une formation dans les 2 jours à venir, et il y a les autres formations, bien sûr. Oui, nous avons une formation de 2 jours à venir qui se tiendra plutôt les 30 et 31 octobre. Okay. Ça, c'est à Mira Élevage, au siège de Mira Élevage, 6 à Karpala. C'est une formation axée sur l'élevage de la volaille, en passant par la construction des bâtiments avicoles, comment est-ce qu'il faut soigner la volaille, comment est-ce qu'il faut fabriquer l'aliment de la volaille, en passant par la fabrication et l'utilisation de la couveuse. Aujourd'hui, qui dit éleveur de volaille doit utiliser la couveuse. Si vous utilisez la couveuse par rapport à celui-là qui n'utilise pas la couveuse, au bout de 2 ans, vous verrez que déjà, vous qui utilisez la couveuse, vous serez déjà en avance par rapport à celui-là qui n'utilise pas la couveuse. Oui. Donc, c'est d'abord la formation de 2 jours, 30 et 31 octobre. Oui, la formation. Et puis, bien sûr, il y a la possibilité de faire d'autres formations, notamment de 1 mois, d'une année, de 3 mois et de 2 ans, n'est-ce pas? Oui, nous avons d'autres formations de longue durée. Au-delà de la formation de 2 jours, nous avons une formation d'1 mois. Ça, c'est entrepreneuriat avicole. Nous avons une autre formation, une formation de 3 mois. Ça, c'est technique d'élevage général. On a une autre formation de 1 an. Ça, c'est comment on appelle ça, entrepreneuriat en élevage général. Et nous avons maintenant dans le centre CIFEA une formation de 2 ans pour des agents techniques d'élevage, ceux-là qui veulent sortir des agents de santé animale, des agents techniques d'élevage niveau BEPC et des techniciens supérieurs d'élevage niveau BAC. Ça, c'est en novembre, la rentrée. D'accord. Alors, quels sont les avantages à se faire former à Mira Élevage? Lorsque vous vous faites former à Mira Élevage, nous allons prendre d'abord les formations de 2 jours jusqu'à la formation de 1 an. Pour la formation de 2 jours, dès que vous sortez cette formation-là, vous êtes capable de déjà vous créer une entreprise dans le domaine de l'élevage. Si vous étiez éleveur, vous allez voir que non, cela va prospérer parce que vous aurez vraiment de nouvelles techniques à mettre en pratique. Si vous faites la formation qui n'est pas de 2 jours, mais de 1 mois, en sortant entrepreneur avicole, vous allez voir encore qu'il y a encore plus d'avantages parce que quand vous faites la formation à Mira Élevage, pour la formation de 1 mois, il y a les techniques modernes d'élevage, il y a encore la fabrication de la couveuse, fabrication de l'aliment de volaille, il y a le marketing digital, l'entrepreneuriat. Et je vais vous dire que Mira Élevage est la seule structure qui va coupler toutes ces formations-là, qui va vous donner toutes ces formations-là à un coût forfaitaire. Parce que si vous allez faire une formation en élevage, après revenir faire une formation en marketing digital, après revenir faire une formation en entrepreneuriat, quand vous allez finir à la fin, vous verrez que le coût est encore plus élevé que ce que Mira Élevage fait pour vous. Et avec Mira Élevage, vous allez voir que pour ceux qui se feront former, par exemple en novembre, pour des agents techniques d'élevage et des techniciens supérieurs d'élevage, ils pourront postuler au test d'intégration parce que c'est le ministère des Ressources animales et halieutiques qui va délivrer les diplômes. D'accord. Donc, c'est un peu les avantages. Oui, maintenant, on se demande quelles sont les conditions pour participer à cette formation. Nous débutons par celle des 30 et 31 octobre. Pour les 2 jours, il faut débourser quelle somme, par exemple? Pour la formation des 30 et 31 octobre, il faut débourser une somme de 35 000 francs, vous donnant droit à une attestation après la formation, à un stage pratique sur la fabrication de la couveuse à Mira Élevage qui peut aller jusqu'à 1 mois.
Et on vous donne encore des poussins pour aller mettre en pratique sur ce qui concerne l'élevage de la volaille. Ça, c'est 35 000 francs. Pour la formation de 1 mois, entrepreneuriat avicole, ça, c'est 110 000 francs externat et 160 000 francs internat. Pour la formation de 3 mois, ça, c'est 210 000 francs externat et 330 000 francs internat. Maintenant, pour la formation de 1 an, ça, c'est 510 000 francs. Maintenant, il y a une précision. Pour la formation de 2 jours, la formation d'1 mois, 3 mois et 1 an, les cours sont dispensés en moré et en français. Donc, pour celui-là qui ne comprend pas le français, qui comprend le moré, il peut suivre ces formations-là. Mais pour la formation de 1 an, il faut au minimum avoir le CEP. D'accord. Maintenant, pour la formation de 2 ans, pour les agents techniques d'élevage et les techniciens supérieurs d'élevage, ça, c'est 400 000 francs. OK. Alors, en tout cas, plusieurs formations. On rappelle que la prochaine formation, c'est le 30 et 31 octobre pour la formation de 2 jours. Et ça se passe où? La formation va se tenir au siège de Mira Élevage à Karpala. OK. À Karpala, et c'est mieux peut-être avec les numéros maintenant pour finir, pour justement permettre à tous ceux qui souhaitent s'inscrire pour la formation de 2 jours, mais aussi les autres formations. OK, pour tous ceux-là qui souhaitent vraiment s'inscrire pour nos formations de 2 jours et les autres formations, ils peuvent nous joindre au 64 64 04 44 ou encore au 58 98 00 70. Ou soit vous passez simplement à Mira Élevage 6 à Karpala, non loin du château d'eau. Et non loin aussi de l'église Saint-François d'Assise. Nous sommes juste en face de l'entrée principale de l'église Saint-François d'Assise. D'accord. Merci à vous d'être passé et puis voilà, on vous souhaite bonne formation. Merci à vous et vraiment nous souhaitons plein succès à tous les aviculteurs. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Frédéric Donald Saouadgo. Il est communicateur à Mira Élevage et il était là pour nous parler des offres de formation de Mira Élevage. Retenez que les 30 et 31 octobre prochains, Mira Élevage organise une formation de 2 jours. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause musicale. C'est le temps de recevoir Serge Joseph Ouedraogo pour la chronique Un œil sur la société. Et c'est avec Osibi Joanne qui nous chante Thomas Sankara. À l'instant, c'était plutôt Océan avec Thomas Sankara comme titre de cette chanson. Maintenant, nous allons passer à la rubrique Un œil sur la société. Aujourd'hui, avec Serge Joseph Ouedraogo, nous avons décidé de nous intéresser à l'incivisme routier. On y va pour la virgule et on revient. Un œil sur la société, chaque mardi avec Serge Youssef Ouedraogo, notre chroniqueur. Bonjour et bienvenue Youssef. Bonjour à vous et merci. Merci d'être là. Ça va, il y a du mieux? Oui, Dieu merci, ça va beaucoup. Mardi passé, Youssef n'était pas là parce qu'il ne se sentait pas bien. Alors, Youssef, on parle de l'incivisme routier au Burkina. Oui. Pour commencer, quelle définition peut-on donner à l'incivisme routier? Il faut dire déjà, quand on parle d'incivisme sur la route, il faut dire que c'est le non-respect des règles de la circulation. Voilà, quand vous prenez les différentes routes du Burkina, et particulièrement dans la ville de Ouagadougou, vous voyez que les gens ne respectent pas les règles du code de la route, de la signalisation. Les gens brûlent le feu, les gens font du n'importe quoi sur la route. Voilà, les gens même, quand vous voulez les interpeller, ils vont vous insulter, ils disent que tout ça, ça fait partie de l'incivisme. Le fait, en français facile, le fait de ne pas respecter le code de la route et les différentes règles de signalisation de la route, ça c'est déjà de l'incivisme. De l'incivisme. Voilà, parce qu'un citoyen, quand on dit qu'il y a dans la société, on vit avec des règles. Et il est établi des règles pour réglementer la circulation. Et les citoyens ne respectent pas. Donc c'est de l'incivisme routier que les gens font sur les différentes routes du Burkina Faso. Donc si je devrais citer des exemples, l'excès de vitesse, bien sûr, la surcharge, tout ça, c'est le non-respect des policiers, tout ça, le non-respect des feux tricolores, les gens qui passent au rouge. Oui. Donc ça fait partie de l'incivisme routier. Oui. Alors Youssef, quel constat fais-tu aujourd'hui de l'incivisme routier à Ouagadougou, mais au Burkina en général? Quand on prend le Burkina Faso et particulièrement Ouagadougou, le constat est vraiment amer. Parce que quand je dis c'est amer, vous venez tantôt de citer l'excès de vitesse, la surcharge et l'utilisation du téléphone portable en circulation et le transport mixte. Voilà, on dit que le transport mixte. Le transport mixte,
vous voyez, il y a des particuliers qui prennent des hommes dans les véhicules avec des animaux ajoutés. C'est le mot mix. Voilà, on dit que c'est réservé pour des personnes. Et vous prenez encore du matériel ou bien des animaux pour ajouter. Voilà. Souvent, quand il y a un problème, vous voyez ce que ça se passe. Vous vous rappelez que lors d'un accident, au moins 2-3 mois, sur la route à la sortie de Ouagadougou, et le propriétaire du car, il a transporté des bouteilles de gaz avec des humains. Et quand il y a eu l'accident, l'autre véhicule qui venait percuter derrière le car a pris feu et il y a eu parce qu'il y a morts. eu certainement explosion de la bouteille. Il y a eu au moins 6 morts, 14 blessés, et puis vraiment 6 blessés. En tout cas, il y a eu beaucoup de pertes. Voilà, il y a eu déjà des morts. Donc, vous voyez, ça, c'est de l'incivisme. Voilà quelques constats qu'on peut constater sur les différents routes du Burkina Faso. Quand vous prenez Ouagadougou, les gens circulent, le portable, ceux qui sont dans les véhicules avec le volant, ils circulent et puis ils conduisent bien en train de communiquer. Tout ça, c'est de l'incivisme. On arrive au feu, on dit de s'arrêter, les autres sont là et toi, tu viens, tu passes. Souvent, même, il y a d'autres même. Le Burkinabé n'est pas tolérant. Souvent, quand vous circulez, vous voyez qu'il y a des enfants qui veulent traverser la voie et vous voulez vous arrêter pour que les enfants traversent. Il y a des gens qui viennent derrière vous, qui sont pressés. Non, ils ne font pas attention à votre arrêt et ils viennent en même temps. Donc, tout ça, c'est de l'incivisme. Voilà. La tolérance, il n'y en a pas. Voilà. Moi, je me suis toujours dit, quand vous êtes à moto et que celui qui a un véhicule, par exemple, vous laisse faire un arrêt pour vous laisser passer, c'est vrai, arrêtez-vous, parce que juste après les motos, après la voiture, il y a des motos qui viennent. Et c'est le monsieur qui est en voiture peut vous permettre de passer, mais devant ceux qui sont en moto peuvent vous percuter. Oui. Donc, quand vous voulez traverser, même si la personne qui est en voiture vous a laissé le passage, arrêtez-vous même devant sa voiture et jetez un coup d'œil devant pour voir si vraiment les motos aussi se sont arrêtées pour que vous passiez. Parce que sinon, après, la voiture s'arrête et puis il y a la moto qui embarquez, en même temps, c'est un problème. Et un cas d'incivisme routier que moi j'ai remarqué, ou disons même que auquel j'ai assisté, c'était hier seulement, Youssef. J'étais arrêtée en centre-ville et il y avait la police qui faisait un peu réglementer un peu la voie. C'était même pas pour réglementer, qui faisait des contrôles. Parce que justement, ils étaient sur la grande voie de Kwame Nkrumah. Il y avait d'autres sur la grande voie de Kwame Nkrumah. Et je pense qu'il y a certains qui trouvaient moyen de passer derrière parce qu'il y avait la police. Donc à un moment donné, ils se sont déportés. J'ai suivi un peu la scène quand ils se sont déportés derrière les rues de Kwame Nkrumah, qui est un peu la zone pas tellement habilité ces temps-ci-là. Et puis maintenant, il y a eu 2 personnes qui sont passées à moto et quand les policiers ont voulu les arrêter pour justement des contrôles, je les ai suivis faufilés entre les 2 policiers ou les 3 policiers là et puis partir. J'ai suivi la scène 2 fois. Après, ceux avec qui j'étais, j'ai demandé, mais pourquoi la police n'a pas voulu les suivre? Parce qu'ils ont quand même leur moto qui sont à côté. Et puis bon, la personne m'a dit que je pense qu'ils sont fatigués souvent de suivre. Et puis après, il y a des risques s'ils pourchassent la personne, surtout qu'on est en centre-ville, un peu sur Kwame Nkrumah, les alentours et tout. Donc, c'est risqué. Oui, ils ont bien réfléchi de ne pas poursuivre la personne parce que vous vous rappelez qu'en temps, ils ont même arrêté quelqu'un vers l'échangeur de l'Est. La personne n'a pas voulu céder et il a forcé, paf, devant, c'est un accident. Et les gens voulaient s'en prendre à la police. Pourtant, c'est pas la police. Pourtant, c'est pas ça en fait. Le respect est vraiment mort. Voilà, quand on vous arrête, arrêtez-vous. L'autorité vous arrête et puis vous trouvez moyen de vous... Entre les véhicules, partir. Donc, le temps... De se faufiler pour fuir. Et c'est un problème de que non, c'est l'autorité qui a... Non, c'est pas l'autorité, c'est vous. Si vous vous arrêtez, c'est un problème de papier. Expliquez-vous, vous allez vous entendre. Voilà, on amène la moto en fourrière, vous payez, vous prenez votre moto, où est le problème? C'est encore mieux que d'aller percuter un véhicule et puis partir. Donc, vous voyez que vraiment, le Burkinabé, il n'est pas facile. Bien sûr. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Youssef, on se demande pourquoi justement ces comportements inciviques à répétition. Est-ce par méconnaissance ou par mauvaise volonté? Par méconnaissance, oui. Certains ne connaissent pas le code de la route.
Oui, certains ne connaissent pas le code de la route, ça c'est pas mes connaissances. Mais d'autres, je vais dire que c'est par la mauvaise foi, parce qu'ils maîtrisent bien le code de la route. Ils ont même le permis de conduire, ils ont même fait l'auto-école, ils ont des véhicules, même d'autres n'ont pas le véhicule, mais ils ont fait le permis, ils ont des motos, ils savent à quel point s'arrêter, à quel point ne pas s'arrêter, et les gens forcent. Donc c'est la mauvaise foi. Voilà, donc d'autres sont là, vous devez arriver à 8h, vous vous levez à 8h, à 7h45. En 15 minutes, vous voulez arriver où vous voulez. C'est pas possible. Il faut sortir tôt. C'est pas possible. Vous voulez filer, faire la vitesse, et ne pas arrêter aux différents feux, et vouloir faufiler, comme vous l'avez dit tout de suite, et c'est des problèmes. Donc, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi, il est pour quelque chose dans l'incivisme routier au Burkina Faso, et particulièrement dans la ville de Ouagadougou. Voilà, je sais que même dans les différentes voies de Burkina, et tout de suite, on vient de refaire la voie Koudougou-Ouaga. Mais combien d'accidents vous avez vu ces derniers temps? J'ai un ami qui a perdu même son parent la dernière fois. Parce que le goudron, c'est bien fait, c'est lisse. Et on y va pour la vitesse. La vitesse. Quand on va essayer de dire, on va mettre des gendarmes couchés, ou des ralentisseurs. Sinon, les gendarmes vont venir nous trouver ici. Ça, c'est le terme mieux que les gens emploient. Voilà, des ralentisseurs, ils vont dire non, non. Pourtant, non. La route a été bien arrangée pour vous, mais on n'a pas dit dérouler à tombeau ouvert. Non. Vous voyez, vous partez et ce sont des accidents, c'est des pertes en vie humaine, c'est des familles qui sont endeuillées, c'est des femmes, c'est des enfants. Donc, c'est pas bon. Il faut faire attention, respecter la limitation de la vitesse. Youssef, à qui la faute si l'incivisme routier persiste? Et la faute, quand on dit à qui la faute, c'est à nous tous. À commencer par l'autorité. Par l'autorité, parce que souvent, moi-même, je vois souvent certaines personnes que je ne crois même pas qu'ils peuvent faire la vitesse, ou bien je ne crois pas qu'ils peuvent prendre le téléphone au volant, je crois qu'ils peuvent brûler un feu, et quand je les vois, je suis écœuré. Souvent, quand moi je roule et je vois des gens qui circulent en communiquant, je vais même taper la personne. Quand tu les vois comme ça, tu te dis ce sont des responsables. Oui, non, ils doivent pas faire ça. Ils ne doivent pas le faire. Quand vous prenez votre petit enfant et vous partez à l'école, et vous-même vous faites ça, l'enfant vous copie, l'enfant il est là. C'est un bon imitateur. Il imite facilement. Voilà. Souvent vous voyez aussi des parents qui font les choses qui font la chucha là. 4 personnes, c'est pas un véhicule à moto. Et l'autorité laisse passer. Moi je vois souvent ils laissent passer. Peut-être qu'ils sont fatigués, mais on ne peut pas être fatigué dans ça. Voilà. C'est toute une famille. Voilà, si vous voyez, toute une famille qui... Si quatre personnes sur la même moto. La maman est là, 2 enfants derrière. Et deux devant, c'est un problème. C'est toute la famille qui va partir. Donc il faut éviter ça. Moi, je pense que la police interpelle souvent. Souvent aussi, oui, la police sont peut-être fatigués souvent. La police interpelle, c'est vrai, mais souvent aussi, ils sont responsables de certains manquements à ce niveau. Souvent, le contrôle n'est pas vraiment strict. Quand vous voyez quelqu'un qui passe avec son téléphone, qui communique là, arrêtez-le. Même si c'est le ministre, même si c'est le président du Faso, il faut l'arrêter parce que c'est la loi, c'est réglementé, ceux qui ont voté. Mais on va dire non, c'est un grand du pays. Voilà. Alors, ce qui est sûr, Youssef, pour le président, ça ne risque pas d'arriver parce que quand lui il passe là, il n'y a pas arrêt. Il n'y a pas arrêt. Non, il ne s'arrête pas parce qu'il y a pas feu rouge. Non, il n'y a pas feu rouge. Mais pourtant, ça, tu le sais, non? Il ne s'arrête pas. Pourtant, il devait avoir feu rouge. Non, il n'y a pas feu rouge. Voté les lois, il devait avoir feu rouge. L'exemple devait venir par eux d'abord. Ils ont voté les lois, il devait avoir feu rouge. C'est le premier Burkinabé, Youssef. Oui, donc il faut lui permettre de faire ses trajets rapidement. Non, si la population... Parce que c'est un cortège quand même. Si le citoyen lambda voit que le président respecte le feu rouge. S'arrête à un feu rouge, il dit, lui-même qui s'arrête à un feu rouge, donc c'est pas nous-mêmes. Si nous on ne fait pas, ça va chauffer. Mais ça, on va retourner peut-être au temps de Sankara. Mais si selon certains témoignages, Sankara disait que si le fait que son cortège, peut-être en allant vite, peut heurter une personne, vaut mieux aller à un rythme tempéré. Oui, selon certains témoignages. Oui. Donc vous voyez déjà que c'est ça. Donc tout le monde est responsable. Voilà, à tous les niveaux. Que tu sois grand, petit, vieux, vieille, jeune, tout le monde est responsable. Voilà. Mais moi, c'est vrai que ceux qui ne maîtrisent pas le code, voilà. Mais souvent, moi, je vois ceux même qui maîtrisent. Je vois des tontons, des papas, des vieux pères qui font ça. Quel est l'exemple que vous avez donné à vos petits-fils? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu as cité un cas et nous avons justement une image
parfaite de ce que tu as cité en parlant de moto qui transporte 4 personnes. Est-ce qu'on peut revenir sur l'image avec la complicité de Michael? Donc, tu vois? Donc, vous voyez c'est ça. pas 4 personnes, c'est 5 personnes. 5 personnes. Ouais. Voilà. Vous voyez ça, s'il y a un problème. Des scolaires, on dirait. Oui, s'il y a un problème. Voilà. Même la surcharge. Hein, la surcharge. On prend, on monte. On dit que le véhicule même peut même pas supporter, on force. Et c'est le problème. Et nos amis conducteurs de tricycle, Youssef, qui transportent des personnes. Ça c'est... Ouais. Et moi, le cas, pour ceux qui organisent souvent leur mariage, je parle notamment donc, du Roron Yibou. Le jour qu'on ramène, en fait, le fourri, les plats. le fourri, Oui. Donc, ça veut dire, après le fourri, il y a le Roron Yibou. Oui. C'est la sortie de la femme de la maison, si on doit traduire littéralement. Oui. Donc, et ce jour-là, on amène les plats de la mariée. Donc, ça veut dire qu'on retrouve souvent des tricycles qui mettent les plats au milieu. Et puis, il y a des mamans et des sœurs qui... Donc, s'asseyent au bord. Tout au bord. Vous voyez que c'est... Et les plats sont au milieu. Et ils font la vitesse, hein, oui. en sifflant. Donc, quand ils vont freiner, tac, la personne peut justement faire ses saltos arrière. Je ne sais pas trop l'expression. Nous, c'est salto arrière ou quoi? Oui, il me dit que c'est salto arrière. Alors, c'est vraiment dommage. C'est un sujet quand même. On en parle comme ça de manière détendue, mais cet incivisme-là a des conséquences, malheureusement, Youssef, sur la vie des Burkinabés. Oui. Beaucoup de conséquences. Quand vous prenez l'incivisme routier au Burkina Faso, ça crée les accidents. Et qui dit accident, si vous n'avez pas la chance, c'est la mort. Oui. Si vous avez la chance, ce sont des blessés. Mais des blessés qui peuvent aussi ne pas encore se relever. S'il y a qui peut vraiment à vie, des blessés à vie. Voilà, si vous perdez l'œil ou vous perdez la jambe, votre boulot, tout ça, c'est fini. Donc, il faut éviter. Voilà, ceux qui savent, ceux qui ont déjà eu un accident, quand ils vont vous raconter, ils vont vous dire, Dieu m'a aidé. Oui. Je suis vraiment sorti de cet incident. Dieu m'a aidé. Donc, roulez doucement. Il faut éviter les accidents. Et vous allez arriver où vous voulez. Parce que la route là ne connaît pas que toi tu connais bien conduire, que toi tu connais bien le volant, toi tu connais bien ta moto. D'autres même se croient les ingénieurs même des véhicules et des motos. On dit que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué, que je maîtrise. On ne maîtrise pas. On a toujours dit, et à Morée on dit que quand tu dis que il faut mieux comment que tu connais là, c'est toi qui vas rester. Ceux qui ont peur, qu'ils ne connaissent pas là, ils sont encore mieux. Quand je maîtrise, le jour que ça va te lâcher là, c'est fini. Donc évitez ça. C'est vrai, on a parlé de l'incivisme routier, des exemples de cas inciviques donc, sur la route. Maintenant, on va parler solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire, Youssef? La solution ici qu'on va essayer d'apporter pour que vraiment on puisse limiter ou bien éradiquer, il faut déjà des campagnes de sensibilisation. D'accord. Il faut sensibiliser, on dit qu'il faut toujours sensibiliser. Il faut sensibiliser à tous les niveaux, que ce soit du plus haut sommet au citoyen lambda. Il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. Il ne faut pas dire que non, et lui il connaît, voilà, et l'autre ne connaît pas. Il faut sensibiliser tout le monde. Et quand on sensibilise aussi, moi je dirais aussi que dans le système scolaire aujourd'hui, je sais qu'ils sont en train il y a la réforme qui est en cours, et il faut essayer de voir est-ce qu'on ne peut pas inscrire dans les programmes scolaires là, le code de la route, pour qu'à partir du préscolaire jusqu'à l'université, que l'enfant puisse connaître les différentes étapes du code de la route. Oui. Voilà, si c'est ancré dans les têtes des enfants là, ça va les aider. Quand ils seront grands, ils vont grandir avec ça. On dit voilà. Donc on aura quand même des citoyens quand même civiques, quoi. Pas que ça soit vraiment chaque fois ce qu'on voit. Il faut encore que les autorités, la police veille à ce que les usagers évitent les excès de vitesse, les dérapages. Et il faut aussi respecter les règles élémentaires. Quand on dit les règles élémentaires, là, c'est le respect des feux tricolores. Malgré ça, il y a des policiers qui sont arrêtés. Le citoyen lambda, il arrive, il passe. Comment on peut mettre un policier à chaque feu, à chaque stop? Non,
Il faut être... En plus du feu, il y a le policier qui est là. Il y a souvent le VADS qui est là en plus. Il faudrait que vous-même vous soyez créatif pour dire que c'est ma vie d'abord. Avant que le policier ou bien le gendarme ou bien... Le mot c'est conscient, je pense. Il faut être conscient soi-même. Avant que l'autorité vous arrête ou bien toi-même, il faut prendre conscience parce que c'est ta vie qui est en danger. Ta vie et celle de ta famille. Tu pars, tu laisses tes enfants, ou tu laisses ta femme, ou tu laisses Donc tous, vous voyez tout ça là. Mais les gens ne calculent pas. Ils disent, je suis pressé. Tu es pressé là. Il faut aller doucement pour arriver. Au lieu de te presser pour ne pas arriver. Là, c'est pas bon. Donc, il faudrait que l'autorité aussi bande les muscles pour que l'incivisme, là, ce phénomène-là, vraiment, c'est parce que on a beau parler, l'ONACER parle, les différents outils parlent, les sensibilisations, il y a des associations. Je voudrais aussi attirer l'attention des associations là, qui sont là. Je suis association pourtant, association des femmes, des jeunes. Voilà du boulot pour vous. Prenez ça et vous allez sensibiliser, vous allez faire des recherches de fonds pour sensibiliser. De chaque fois, on va faire cela. Et ça, c'est du concret. C'est du concret. Et puis, je sais que le moniteur Ezekiel Oudrao, que je reçois à cette émission pour sécurité routière chaque vendredi matin, a toujours interpellé les autorités à ce qu'ils reviennent encore à l'éducation, au code de la route à l'école. Ça va être important. Je sais, dans votre formation au primaire, très souvent, on donne, mais c'est vraiment élémentaire, quoi. On apprend à l'enfant comment traverser la route, comment faire attention aux véhicules et tout. Mais là, le moniteur propose vraiment de donner des cours en sécurité routière, des cours, des cours vraiment en sécurité routière où on pourra englober code de la route et puis d'autres éléments de la sécurité routière, les panneaux et autres. Donc, si on arrive à instaurer ça, ça va être bien. Au même titre que l'éducation physique et sportive qu'on fait par exemple à l'école, si on arrive à avoir des cours de sécurité routière dans nos établissements, ça va être bien. Oui, c'est faisable. Aujourd'hui, vous avez vu il n'y a pas longtemps, ils sont en train de faire les différentes assises par région pour voir voici une proposition concrète. Quel est le citoyen burkinabé que nous voulons ensemble dans l'éducation. Voilà, il faut s'appuyer sur l'éducation pour aller là. Donc, voilà, on peut mettre ça dans le programme, on peut mettre ça on peut reverser ça là-bas. Voilà, on peut avoir des professeurs pour pouvoir enseigner la sécurité routière, comme l'EPS, comme la géographie, comme l'histoire. Les boulots, c'est enseigné. Donc, tout ça, on peut, si l'autorité nous écoute, si le ministre nous écoute, ceux aussi qui nous écoutent n'ont qu'à transmettre ça au ministre Ouaro, il faudrait inscrire ça dans la réforme, dans les assises, pour pouvoir aider la population burkinabé. Oui, ça c'est bien de commencer par la racine, notamment les enfants, ils vont monter avec les bonnes habitudes, mais actuellement, pour ces grands-là qui commettent toujours l'infraction, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à sensibiliser? Est-ce qu'il ne faut pas aller maintenant à des amendes, à des sanctions? Oui, pour les gars, une fois qu'on sensibilise, une fois qu'on t'appelle, on dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Écoute, quand tu fais ça, ce n'est pas bon. Et tu continues à faire. On doit sanctionner. On doit les amendes. On doit appliquer les amendes qui sont établies par la loi. Il y a des amendes qui sont établies par la loi. On doit sanctionner. Il ne faudrait pas récupérer la moto d'une personne en 2 heures et vous remettez. Ça, c'est l'autorité, la police que je parle. Non, si vous récupérez... En 2 heures. Voilà, en 2 heures. Oui, en 2 heures, on peut... En 30 minutes avec un petit billet, en 30 minutes, on peut donner. Moto. Donc, il faudrait, si la personne marche pendant une semaine, ça c'est un exemple, une semaine, tu as commis une infraction, on prend ta moto, tu marches pendant une semaine. Voilà, sans chat, d'après ZS, c'est la galère. Ça va chauffer. Quand tu marches pendant une semaine là, quand tu vas récupérer ta moto, tu vas récupérer ton véhicule, tu vas savoir que, c'est psychologique. Si je fais ça, donc tu vas t'arrêter, tu vas bien circuler. Karanza, notre temps est terminé. Merci à toi pour ce thème et civisme routier. Rendez-vous mardi prochain. Ok, merci. À vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, merci de votre fidélité à cette émission. Rendez-vous est pris pour demain pour un autre numéro de Bonjour le Faso. Portez-vous bien et on se dit cus, au revoir.